Jair Bolsonaro fait valser ses ministres, mais le président du Brésil ne bouge pas d'un iota sa ligne politique. Gestion désastreuse de l'épidémie de Covid-19, explosion du chômage, escalade de la déforestation. Et pourtant, la popularité du président brésilien semble ne pas faiblir. Pour mieux comprendre cette situation, nous recevons Virginie Jacoberger-Lavoué. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous connaissez bien le Brésil puisque vous couvrez l'actualité de ce pays depuis 10 ans. Et votre livre Brésil, voyage au pays de Bolsonaro est publié aux éditions du Rocher. Avant de vous donner la parole, triste record, je le disais en première partie, 4195 morts de la Covid-19 en 24 heures, les précisions de Grégory Fontana. C'est un défilé macabre ininterrompu dans les cimetières où les enterrements se font même de nuit. Depuis 2 mois, chaque semaine, un nouveau record funeste est battu. Plus de 4000 morts pour la seule journée d'hier. La pandémie échappe à tout contrôle avec des conséquences dramatiques chez les plus pauvres. La solution peut être la vaccination. Tant que le vaccin n'arrive pas, nous avons besoin de solutions qui permettent aux gens de respecter la distanciation sociale et de rester chez eux. Au cours de ces 4 mois sans aide, nous avons vu une augmentation de la pauvreté et cela a impacté la santé des gens. Près de 13% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. En quelques mois seulement, 17 millions de Brésiliens ont basculé dans la plus grande précarité. Il n'y a rien ici à la maison. Il n'y a que du riz et des haricots. Les hôpitaux sont saturés dans la plupart des régions et le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, très critiqué pour sa gestion de la crise, ne cesse de pointer du doigt les mesures de restriction prises au niveau local par les maires ou les gouverneurs des États. Faute d'une véritable coordination nationale, là aussi, les décisions prises sont parfois chaotiques, voire même contradictoires. Nous aurions dû avoir une loi un peu plus stricte, comme certains autres pays. Plus stricte. Cela aurait été difficile pour les gens à l'époque. Mais nous aurions eu un nombre de décès beaucoup plus faible, je pense. C'est même une certitude. Si les gens étaient restés chez eux et si la politique était plus stricte à ce sujet, voilà ce qui se serait passé. Pour de nombreux spécialistes, le pire est encore à venir, d'autant que le programme de vaccination est jugé beaucoup trop lent. 20 millions de personnes ont reçu à ce jour une première dose de vaccin sur les 212 millions d'habitants que compte le pays. Voilà pour les faits. Virginie Jacoberger-Lavoué, comment qualifiez-vous cette gestion de l'épidémie par Jair Bolsonaro ? Écoutez, je crois qu'on peut dire désastreuse. Il suffit de voir les chiffres, il suffit de voir votre reportage. Donc, effectivement, quand on voit la record, presque chaque semaine, on arrive à des nouveaux records, plus de 4000, mais c'est donc aussi plus de 66 000 en l'espace d'un mois. Là, le mois de mars, il y a une flambée spectaculaire. Et si vous prenez les 2 mois et demi, les 2 derniers mois et demi, c'est l'équivalent, c'est plus de 100 000 morts. Donc, ça veut dire autant de morts que nous, en France, qu'on a eu depuis le début de la pandémie. Donc, c'est une des résultats effroyables sur la gestion de la crise. Alors pour crever l'abcès, si je puis me permettre de parler ainsi, je vais vous poser une question parce que celles et ceux qui défendent Jair Bolsonaro, mais pas seulement, d'ailleurs on l'entend parfois quand on compare le bilan de cette épidémie en France et ailleurs, certains disent le Brésil, 212 millions d'habitants, 159 morts pour 100 000 habitants, la France c'est 145 pour 100 000 habitants, donc certains disent c'est quasiment pareil. Vous, ça vous fait bondir, pourquoi ? Ça me fait bondir, d'abord ce que j'explique vraiment très précisément, il y a tout un chapitre qui est consacré à la crise de la pandémie du corona au Brésil, parce que, très bien, c'est un pays, effectivement, même maintenant, c'est 213 millions d'habitants. Donc, effectivement, c'est un pays continent, c'est difficile de le comparer, et en valeur absolue, si ensuite on prend, effectivement, on compare... En valeur absolue, c'est le 2e pays le plus endeuillé au monde. Bien sûr, et ensuite, si on compare par rapport aux morts, donc 300 000 par rapport aux 213 millions d'habitants, on pourrait se dire, il faut relativiser ce chiffre. Or, le Brésil, n'oubliez jamais que c'est un pays continent, mais surtout un pays, une puissance émergente avec une population très jeune. On peut absolument pas... La pyramide des âges. La pyramide des âges n'a rien à voir. Songez que les plus de 65 ans, c'est même pas 8% de la population. Ouais. C'est une population jeune qui a été très touchée. Et les résultats, ce qu'on voit aujourd'hui, l'emballement de ce virus, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été très mal géré. Il n'y a pas eu de stratégie, en fait,
faite au niveau de l'État fédéral pour coordonner ce qui devait se passer dans la lutte de la pandémie. Notamment où chacun devait se débrouiller pour avoir une bouteille d'oxygène. Et ça, c'est le fameux, ce que nous on a appelé ici le variant, ce qu'on appelle le variant brésilien. Donc c'était le variant P1 qui est à Manaus. Depuis, il faut se dire qu'au Brésil, aujourd'hui, il y a une espèce de propagation parce que rien n'a été fait convenablement pour éviter que la pandémie se propage. Il y a au moins 3 variants. Il y a celui de Manaus que vous venez de citer. Il y en a un autre de Rio. Il y en a un autre aussi du Nord-Est. Il n'y a pas eu de prévision, donc il n'y a pas de politique. Et en fait, tout ça parce qu'en fait, rien n'a été coordonné de la part de l'État entre les 26 États. Oui. Et l'autre info, pardonnez-moi pour avancer, bien entendu, c'est ce grand remaniement gouvernemental. Souvent, on parle de mini-remaniement. Là, pour le coup, plusieurs ministres, notamment ceux de la Justice, de la Défense et des Affaires étrangères. Pourquoi ces changements ? D'abord, pour une chose, il faut bien comprendre que Bolsonaro, il est plus qu'à mi-mandat. C'est-à-dire, c'était d'ailleurs l'objet du livre. C'est-à-dire que l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer en octobre au Brésil ? Ce sera les élections. Et Bolsonaro, depuis quelques mois, c'est aussi pour ça qu'il a sans doute aussi minimisé la pandémie, c'est qu'en fait, lui, il est vraiment dans le déni. Il ne veut pas voir la réalité de cette tragédie. Et il est dans l'organisation. Lui, il veut absolument un mandat au Brésil, c'est juste 4 ans. Il veut absolument le reconduire. À l'intérieur de son gouvernement, donc il y a vraiment un peu des clans, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire que vous avez ses fils qui forment une force très, très active et qui l'influence beaucoup. Et puis, il y a aussi un autre courant qui est plus justement les militaires. C'est ce qui s'est passé actuellement avec le remaniement qui est intervenu il y a quelques jours, donc fin mars. Qu'est-ce qu'a fait Bolsonaro ? En fait, c'est absolument inédit et les conséquences ont été inédites aussi, puisque vous avez tous les 3 chefs d'état-major qui ont démissionné. Donc quand même, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de la République au Brésil. Il a décidé, en fait, c'est carrément une purge des généraux, pas tous, de ceux qui étaient les moins fidèles. Il faut comprendre qu'au Brésil, les militaires qui sont entrés dans le gouvernement, c'est une force dans le gouvernement, mais en même temps, ils ne sont pas sur la même ligne que Bolsonaro. Bolsonaro, quand il dit Dieu est au-dessus de tout dans son gouvernement, les militaires, ils font des bonds sur leur chaise. Donc, parce que ils veulent l'ordre et la loi. Ils sont quand même, et surtout, ils ne veulent pas ce qu'a voulu Bolsonaro, entrer dans le jeu politique. Lui, donc il y a eu quelques incidents avec la Cour suprême, des décisions où il n'était pas d'accord, où il a parlé de mon armée, l'armée qui est mienne. Vous imaginez que pour des généraux, eux, ils sont toujours... En fait, ils ont quand même une forte réputation. Alors après, il y a le problème avant, souvent, c'est des nostalgiques de la dictature. Donc je vous rappelle qu'au Brésil, c'était encore une dictature 1964. Mais c'est encore constitué très fort, l'armée brésilienne. Ils ont un poids. Juste pour qu'on comprenne bien, ces fils, on a compris, vous le soutenez, ils gardent cette influence-là pour la présidentielle de l'an prochain. En revanche, il ne voulait pas de ses ministres, il ne voulait pas du poids de ses militaires. C'est un obstacle. Alors, dans son gouvernement, il y a certains militaires qui en fait, sont montés, entre guillemets, en grade, c'est-à-dire notamment le ministre de la Défense. Donc, il y en a un, hop, il a été éjecté. Le nouveau, c'est aussi un général et très respecté. Et donc, en fait, il n'a voulu avoir que ceux qui étaient loyalistes. Maintenant, on aimerait savoir pourquoi. On aimerait aussi se demander, maintenant, dans le jeu politique qui est en train de s'exercer, jusqu'à quel point ces militaires qui lui sont plus loyaux, jusqu'à quel point ils seront prêts à aller dans les circonstances de l'élection. Et pensez bien... C'est quoi la ligne rouge ? En tout cas, il y a une grande question qui se pose et qui va être très intéressant à suivre pendant la campagne, c'est que Bolsonaro, vous savez, quand il y a eu la prise du Capitole, la chose qui était incroyable, c'est que lui s'est indigné face aux émeutiers, mais pas du tout pour dire que c'était un scandale, bien au contraire, pour dire que, mais en fait, ce qu'il fallait regretter, c'est qu'ils étaient mal organisés, qu'ils n'avaient pas pu rentrer pour soumettre tout ce qu'ils voulaient soumettre. Comment réagissent les Brésiliens à tout cela ? Gestion, vous le disiez, désastreuse, la pauvreté, on a parlé de la déforestation également dans nos journaux. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Il est toujours populaire, Bolsonaro ? Alors, écoutez, il est toujours... Donc, il faut voir que sa force politique, elle est extrême. Il a un socle politique qui est très fort. Mais moi, je pense que dans la campagne qui se prépare, son grand problème, et d'ailleurs, il l'a compris parce qu'il vient de changer entièrement son discours sur la vaccination, au départ, où il avait l'air de freiner des cas de fer sur la vaccination. Là, au contraire, il a un discours qui est plutôt pro-vaccin, parce qu'en fait, il aimerait récupérer le bénéfice de la vaccination qui s'accélère aujourd'hui. Et il change même aussi de comportement là-dessus, sur la vaccination. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il se rend très bien compte. Vous savez, quand il est arrivé en 2018 au pouvoir, même si ce n'était pas vrai, il a voulu apparaître sur la scène politique comme un peu le chevalier blanc. Là, il va être comptable d'un bilan, et ce bilan est effroyable.
par rapport à la pandémie. Donc quand vous me demandez qu'est-ce qui préoccupe les Brésiliens, je pense que malheureusement aujourd'hui, la première chose qui les préoccupe, c'est cette pandémie qui est absolument effroyable et aussi les conséquences de l'économie, c'est-à-dire que le Brésil ne va pas bien. Il n'allait pas bien précédemment puisqu'il a connu la plus grave récession historique en 2016, mais là, très honnêtement, économique, bien évidemment avec la pandémie, il est en pleine dégringolade. L'État, ça, il faut le laisser à Bolsonaro. Il n'a pas fait, sur la pandémie, il a apporté une aide financière, donc qui a aidé les plus pauvres, mais il n'y a plus de sous dans les caisses de l'État. L'aide a été arrêtée pendant un mois. Là, elle a repris. Et en fait, sa popularité est très liée à cette aide. Mais comme cette aide est minimum, vous voyez... c'est fragile. Est-ce qu'il y a une réussite fragile, tout de même ou pas? Je vous dis, d'abord, avant la pandémie, il faut au moins accorder à Bolsonaro qu'il a fait passer la réforme des retraites sans qu'il y ait, vous voyez, de manifestations dans la rue. Tous les pays ne peuvent pas mais dans dire quel la sens, même chose, notamment en réforme France. de droite ou plutôt progressiste? À une réforme, non, mais une réforme que, très honnêtement, je pense que la majorité des Brésiliens, vous voyez, c'est un acquis. Ouais. En fait, il y avait la nécessité de reculer l'âge pour la retraite, donc parce que malheureusement, un État ne peut pas se permettre comme ça. Il y a un vrai problème quand même de la gestion de l'administration. Et encore aujourd'hui, c'est un grand problème pour le Brésil. Et contrairement à tout ce qui a été annoncé dans le gouvernement de Bolsonaro avec son ministre de l'économie, il y a quand même beaucoup de réformes fiscales, etc., qui était là pour le coup, il avait l'appui des marchés financiers, des milieux d'affaires. Il est en train de le perdre parce que finalement ces réformes, elles n'ont pas été faites. Aujourd'hui, il y a la pandémie. Et donc, il chemine entre deux. Après, vous m'interrogiez sur sa popularité. C'est vrai que quand même, il y a 54%, donc il y a quand même une majorité de Brésiliens qui trouvent que son bilan n'est pas bon dans la gestion de la pandémie. On pourrait quand même s'imaginer que c'est 80%. Ouais, c'est pas le cas. Donc, il reste populaire. Pourquoi? Parce qu'il a un socle de supporters qui est très fort, et eux, non seulement ils ont voté pour lui, ils vont revoter pour lui. Alors, c'est qui? C'est les pro-armes, parce qu'eux, ils sont contents, il a fait passer les décrets. Ouais, les évangéliques. Ouais. C'est les évangéliques, parce qu'il a ce discours-là, et c'est l'agriculture. Vous savez que l'agriculture, malgré la pandémie, ils ont exporté plus de 22%. Ouais. Et juste pour finir, oui ou non, Lula peut-il le battre? Lula qui est désormais tranquille au niveau des problèmes judiciaires? Alors, il n'est pas encore tout à fait tranquille sur les problèmes judiciaires, puisqu'en fait, les condamnations peuvent revenir auprès du tribunal de Brasilia. Si on imagine qu'il est éligible, ce sera le grand face-à-face entre les deux. Et dans les derniers sondages, Lula est vraiment... Ils sont au coude à coude, Merci au moins. Beaucoup. Sinon, si ce n'est pas plus. Merci beaucoup Virginie Jacoberger-Lavoué de nous avoir éclairé donc sur le Brésil.